Merci encore. Nous allons maintenant passer la parole au docteur Pierre Smesters, qui est chef du service de pédiatrie de l'UDEF, directeur du laboratoire de bactériologie moléculaire de la faculté de médecine de l'ULB, qui est docteur en médecine UCL 2000 et qui a un long parcours, de nombreux voyages, beaucoup d'expérience et qui va nous parler du bon usage des antibiotiques en pédiatrie. Pierre, je t'en prie. Merci Baudouin et merci pour cette invitation. J'avais aussi prévu de parler en anglais, mais vu que nos orateurs étrangers ne sont plus là, j'aurai le plaisir de pouvoir parler en français aujourd'hui. Alors ce que je voudrais faire brièvement, c'est présenter une réflexion du point de vue pédiatrique sur cette thématique, parce que s'il y a quelque chose qu'on fait bien, nous les pédiatres, c'est prescrire les antibiotiques. On est parmi les spécialités médicales qui prescrivons beaucoup. J'espère quand même qu'il y a des bonnes raisons pour ça et je voudrais voir un petit peu avec vous le développement d'un enfant. Mais il n'empêche qu'on fait partie des 3 spécialités médicales à prescrire fréquemment des doses d'antibiotiques. Une étude relativement récente aux États-Unis montre que plus de 11 millions de doses d'antibiotiques sont prescrites par an aux États-Unis pour les enfants les adolescents de moins de 19 ans. Et en pratique pédiatrique générale, comme en médecine générale d'ailleurs, les causes fréquentes, ce sont les petits-enfants avec des otites moyennes aiguës, des angines, on en a parlé dans les exposés précédents, voire des sinusites et des infections respiratoires. Alors ça, ce sont des données du Danemark, et si vous vous souvenez des figures que Hermann a présentées, le Danemark n'est pas parmi les prescripteurs les plus acharnés en Europe. Mais il n'empêche que dans cette étude relativement récente, qui couvre que la période de 1997 à 2010, on voit qu'à l'âge de 2 ans, 70% des enfants ont reçu au moins une dose d'antibiotiques. Donc le nombre d'enfants qui traversent cette période sans recevoir d'antibiotiques est rare, et je suspecterais qu'en Belgique, on soit plutôt à 15-20%, pas plus. Et dans l'évolution de cette figure-là, ce que vous voyez aussi, c'est que les antibiotiques à large spectre ont tendance, dans la proportion, ce sont des lignes plus longues, à avoir dépassé les antibiotiques à faible spectre. Donc la moitié de ces enfants, la moitié des enfants dans une large cohorte au Danemark, et on va revenir dans des données nordiques souvent parce qu'ils ont des incroyables études populationnelles, montrent qu'il y a une utilisation fréquente. Alors il y a quand même des bonnes raisons pour faire ça. Ça, ce sont 2 courbes. En haut à gauche, vous voyez la courbe des infections méningococciques par âge, avec une courbe relativement classique en U. Ce sont les 2 extrémités de la vie qui sont atteintes par des infections bactériennes sévères, et particulièrement le jeune âge, les premiers mois, la première année de vie. Et si on prend une autre infection bactérienne sévère, les infections à streptocoque du groupe A, on retrouve ces mêmes courbes en U, avec des infections invasives extrêmement agressives chez le plus jeune âge. Et globalement, ceux d'entre vous qui ont soigné des enfants, vous savez que plus un enfant est petit, plus un enfant fébrile est petit, au plus élevé est le risque que cette fièvre soit due à une infection sérieuse, donc nécessitant une antibiothérapie. Au plus rapide l'infection peut évoluer. On a des enfants qui en quelques heures passent en tableau de choc septique, et c'est sûr que c'est évidemment ce qu'on veut éviter dans nos prises en charge. Et la clinique, l'apport clinique, les signes cliniques sont relativement faibles chez les nouveau-nés et les jeunes bébés. Et donc, clairement, ça explique en partie pourquoi on traite beaucoup les enfants. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler de la marche atopique. Je vais prendre une analogie avec la marche microbiologique de 0 à 2 ans, où on sait maintenant que le bébé qu'on pensait stérile à la naissance, il n'est pas tout à fait stérile en fait, parce qu'il y a une certaine empreinte microbienne par le placenta. Ce sont des données relativement nouvelles, mais il y a quelque chose qui arrive. Ce qui est sûr, c'est quand il tète le sein de sa mère, il va aussi prendre le staphylocoque blanc de la peau de sa mère, et c'est probablement une très bonne chose, parce que son système immunitaire a été préparé pendant la grossesse. Puis s'il a des frères et sœurs, un papa, une famille, le nombre de pathogènes augmente, la dynamique familiale, on partage un certain nombre de choses, et puis alors là, s'il va à la crèche après, ça c'est carrément un vrai zoo, parce qu'à la crèche, il y a une dynamique, une diversité bactérienne qui est, somme toute, peut-être un petit peu inquiétante pour un enfant de 3 mois parfois. Et ça, c'est une façon de vulgariser des études plus sérieuses sur le microbiome. On a un spécialiste dans la salle. Et la figure montre simplement que c'est une comparaison par rapport au microbiome adulte. Et vous voyez que de 0 à 2 ans,
la différence par rapport au microbiome adulte est très importante. Et donc, globalement, pendant les 2 premières années de vie, alors on peut discuter 6 mois, 1 an, 2 ans, mais globalement, pendant les 2 premières années de vie, il y a une diversité au niveau de ces flores qui est absolument importante et qui est corrélée avec une marche immunologique de 0 à 2 ans. Et ça, c'est un domaine de recherche qui est aussi très actif, avec notamment l'empreinte maternelle sur l'immunité de l'enfant, avec des corrélations par rapport à la vaccination, par rapport à toute une série de choses qui sont passionnantes. Mais on sait bien que le complément d'un enfant à la naissance n'est pas aussi efficace à tuer des bactéries que le complément d'un adulte, que les immunoglobulines bactériennes maternelles sont transmises au 3e trimestre de la grossesse, mais disparaissent rapidement avant que le propre enfant ne puisse synthétiser ses propres immunoglobulines. Et au niveau immunité cellulaire, on peut caricaturer en disant qu'un nouveau-né a pas mal de cellules, mais qu'elles sont peu efficaces. Et donc en termes de maturation, en termes de régulation immunitaire, et ça dépasse largement mes compétences, mais on a une maturation qui est nécessaire. Et donc, tout ça nous amène à une vision d'un microbiome qui est, je pense, particulièrement relevant pour l'enfant, et le jeune enfant, parce qu'il est en évolution. Alors, est-ce qu'on est 100% humain? Vous avez certainement déjà vu ce genre d'image. Alors, selon les études et l'évolution des connaissances, on parle de 10% humain, 90% bactérien, 50-50. Moi, j'ai choisi le compromis à la belge, 50-50. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les 22 000 gènes humains, on a beaucoup plus dans notre corps de gènes bactériens au sens large avec les différentes espèces. Ces flores sont diverses. Beaucoup des études se concentrent sur les selles, sur le côlon. Il y a des raisons scientifiques pour cela, parce que 70% des bactéries sont effectivement au niveau du côlon. Alors moi, ma bactérie de prédilection, c'est le streptoa, donc je défends le tractus respiratoire. Je pense que c'est vraiment intéressant aussi. Et tout ce qu'on raconte sur le côlon, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas s'appliquer aux différentes autres sphères, même si évidemment les prélèvements sont un petit peu plus compliqués. Ceci explique probablement aussi pourquoi ces différences. Toujours est-il qu'il y a des énormes projets en cours qui sont absolument passionnants. Ce n'est pas le cas de mon exposé, mais qu'on a probablement une capacité, et on a pu montrer qu'on peut identifier votre ordinateur par les bactéries qui y sont, on peut identifier votre smartphone, on peut identifier vos conjoints, je dis vos potentiellement. Et il y a 2 éléments importants dans la partie la plus pédiatrique de cette histoire. Et c'est controversé, je ne vais pas rentrer dans la controverse, mais selon qu'un enfant naît par voie vaginale ou par césarienne, il y a des différences de flore qui sont clairement notées et qui peuvent persister, c'est un élément important. Et puis l'alimentation joue un rôle important aussi, avec l'allaitement maternel et la formule artificielle, avec des spectres de microbiome qui sont assez différents. Ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est ce continuum de la maman à l'enfant. Et je vais vous montrer quelques données sur l'utilisation d'antibiotiques avant même la grossesse qui potentiellement ont un impact sur l'enfant en devenir. Donc il y a vraiment un continuum et je pense que c'est assez intéressant et qu'à l'avenir, les pédiatres et les gynéco-obstétriciens vont travailler encore plus ensemble sur ce genre de thématique. Alors, le sujet du jour, ce sont les antibiotiques. Et clairement, les antibiotiques sont un des éléments importants et je voudrais me concentrer sur l'utilisation d'antibiotiques chez les très jeunes enfants et pendant la grossesse. Alors si on prend un exemple d'un chevelu petit bébé de 2 mois, s'il vient en consultation, qu'il a de la fièvre, que je suis suffisamment inquiet que pour décider de lui donner des antibiotiques, en général les parents sont très contents. Ils vont me dire, je suis un bon docteur, j'ai bien soigné son enfant, 48 heures après il va aller mieux et tout va se passer bien. S'il vient à 2 mois, qu'il est parfaitement bien et que je voudrais absolument lui faire son hexavalent et son vaccin pneumococcique, j'ai parfois des discussions un petit peu plus colorées à ce sujet. Et je pense que je me demande vraiment si, par rapport à cet enfant de 2 mois, une dose antibiotique chez un enfant qui n'a eu encore aucune dose n'aurait pas éventuellement plus d'impact sur son devenir par rapport à une intervention très ciblée dans le cadre de la vaccination. Et donc j'ai simplement revu quelques études, ce n'est pas exhaustif et c'est un peu à charge, mais récentes qui montrent l'impact des traitements antibiotiques durant la grossesse ou la première année de vie sur des pathologies telles que l'obésité, on en a parlé pour le bétail, mais ça s'applique aussi aux enfants, pas avec les mêmes conséquences heureusement, l'asthme, le diabète, la maladie cœliaque, l'eczéma
et les hospitalisations pour des infections. Alors, plusieurs de ces études sont faites au Danemark parce qu'ils ont une base de données nationale assez impressionnante. Et donc, on peut voir dans ce papier-là qu'il n'y a pas que les pédiatres qui sont bons pour prescrire des antibiotiques, parce que dans cette cohorte-ci, 20% des mamans ont eu des antibiotiques pendant leur grossesse, ce qui correspond à 800 000 enfants nés, et parmi lesquels, de 0 à 15 ans, il y a eu un peu plus de 200 000 hospitalisations pour une infection. Et le risque, une forme de risque relatif qu'on appelle le hasard précieux, qui tient compte de la durée de l'intervention et des facteurs confondants, est de 1,18 pour une hospitalisation pour une cause d'infection si on a eu un antibiotique pendant la grossesse. Et il y a un effet dose dépendant, ce qui suggère, ça ne confirme pas une éventuelle influence de l'un sur l'autre, et l'hypothèse diagnostique qu'on lit dans beaucoup de papiers et qu'il est difficile de réfuter ou de complètement confirmer, c'est que l'antibiotique affecte le microbiome qui est transmis à l'enfant et qui a un effet sur le développement immunitaire, le rendant plus à risque de faire une infection bactérienne sévère. Alors ce genre d'études populationnelles, je trouve, est assez passionnante, et ça c'est une initiative australienne à Melbourne, où ils ont décidé de faire une génération V pour Victoria, l'État de Victoria, où tous les enfants de Victoria sont inclus dans une étude prospective, largement financée, mais ce qui permet d'investiguer des questions épidémiologiques et d'ouvrir des potentielles corrélations qui ne sont pas possibles autrement. Ce serait un rêve extraordinaire de pouvoir faire ça à Bruxelles aussi. Alors, au niveau du surpoids, voire de l'obésité, il y a une méta-analyse récente qui a été faite donc, sur l'impact de l'antibiothérapie dans la première année de vie, et on voit qu'il y a une augmentation significative, pas extraordinaire, mais une augmentation significative, et qui est d'autant plus importante si l'enfant a reçu des traitements antibiotiques répétés ou si le traitement antibiotique avait lieu dans les 6 premiers mois de la vie. Au niveau de l'asthme, une étude japonaise, une étude rétrospective de cohorte sur une dizaine d'années, et les données viennent en fait d'une base de données de remboursement médical et de pharmacie liée à l'industrie, hein, je pense, liée aux employeurs, et probablement qu'au Japon on peut avoir ça, parce qu'il y a 5 millions de personnes qui sont dans la même base de données et toutes leurs prescriptions antibiotiques sont remboursées, donc on pense qu'on a probablement une bonne évaluation de ce phénomène. Il y a eu plus de 100 000 enfants qui avaient des informations complètes pour cette étude-ci. Et de nouveau, l'antibiotique durant la grossesse a un ratio de hasard significatif pour de l'asthme. Et si l'antibiotique était pendant la première année de vie, le risque relatif est encore plus important de 2,5. Diabète de type 1, on retourne au Danemark. Légèrement différente, mais c'est la même base de données à la base, 800 000 enfants, antibiotiques pendant les 2 premières années de vie, 1,13, une chance un peu plus élevée d'avoir un diabète de type 1 dans les 13 ans qui suivent, et si on a la conjonction d'antibiotiques pendant les 2 premières années de vie et qu'on est né par césarienne, ce risque est plus important à 1,7. Donc, clairement, on est dans des phénomènes qui ne sont pas monofactoriels, c'est multifactoriel, mais il est raisonnable de penser que les antibiotiques jouent un rôle là-dedans aussi. Maladie cœliaque, combinaison de 2 pays nordiques, presque 2 millions d'enfants, 3300 maladies cœliaques, et cette fois-ci un pooled odds ratio qui est de 1,26. De nouveau, antibiotiques durant la première année de vie augmenterait potentiellement le risque de maladie cœliaque, avec, dans cette étude-là aussi, un effet dose dépendant. Eczéma, toujours au Danemark, 62 000 enfants, 1,45. Et là, il y a une revue systématique de la littérature qui est un peu plus ancienne, mais je trouvais intéressant de vous la montrer, et qui montre qu'au niveau exposition postnatale, le risque relatif serait de 1,4, et en prénatal, donc pendant la grossesse, de 1,3, illustrant de nouveau ce continuum entre la grossesse, l'antibiothérapie maternelle et le développement de l'enfant. Alors clairement, j'ai pris des études récentes qui ont montré une corrélation, d'autres études n'ont pas montré de corrélation, donc tout ça est à prendre avec un esprit critique important, mais il n'empêche qu'il y a un faisceau d'arguments qui suggèrent, et physiologiquement et scientifiquement je pense que ça tient la route, qu'il y a un impact important. Et donc je reviens avec mon petit Lucas, et mon intuition clinique, je ne peux pas en dire plus que ça,
c'est qu'un enfant de 2 mois, je crois que lui donner une dose d'amoxicilline acide clavulanique a probablement un effet, potentiellement un effet beaucoup plus important sur son devenir, parce que c'est non spécifique, parce qu'on touche à toutes les fleurs, parce qu'on ne comprend pas fondamentalement ce qu'on fait, par rapport à une dose antibiotique qui est somme toute beaucoup plus contrôlée par rapport à ses effets. Alors, ok, mais dans la vraie vie, si on revient dans la vraie vie, il y a une étude récente sur l'angine. Je vous ai dit que c'est quelque chose que j'aime bien, et les Anglais n'ont pas toujours des bonnes idées, mais ils font souvent de la bonne science. Et là, ils ont analysé en pratique de médecine générale, pendant 2 hivers, la prescription d'antibiotiques pour les angines en Angleterre. Les recommandations sont de ne pas traiter, il y a quelques exceptions, mais globalement, les recommandations en Angleterre sont de ne pas traiter. Qu'est-ce qu'ils observent? C'est que la moitié des gens traitent, malgré que les recommandations sont de ne pas traiter. Alors jusque-là, ça a déjà été publié 150 fois, mais ce que je trouvais vraiment intéressant dans cet article-là, c'est qu'ils ont essayé d'aller un peu plus loin pour comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi est-ce que nos recommandations ne sont pas toujours appliquées dans la pratique, alors qu'on est face à des gens intelligents, bienveillants. Donc, ils ont pris le côté du patient. Pourquoi est-ce que les patients vont voir leur médecin? Ils ont mal. Ils se sentent fort malades. Ils sont malades depuis 2 jours, et eux, c'est le bout du monde. Ils se sentent vraiment malades, et ça, c'est un sentiment qu'on doit rencontrer. Et puis, ça ne se résout pas. Ils ont patienté 1 journée, 2 journées, et puis ils ont été voir chez le médecin, parce que là, vraiment, ils sont au bout de leur patience. Et ils ont été aussi demandé au médecin pourquoi est-ce que vous avez fait ça, alors que vous savez que vous ne devez pas en théorie. Donc, c'est la raison la plus logique, c'est quelque part ce patient m'a un peu inquiété, et donc j'ai traité parce qu'il était peut-être dans les critères pour le traiter. La pression ou la perception d'une pression des parents de l'enfant, si je ne traite pas, je ne serai pas un bon médecin, ils ne reviendront pas chez moi, ils ne seront pas contents, ils seront stressés, et ça je pense que c'est vraiment important, et le désir de maintenir une bonne relation. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, ce sont des généralités, mais en fait ce sont des généralités qu'on n'intègre pas dans nos recommandations. Et la conclusion de cet article, c'est si on n'a pas une approche globale, systémique, où on inclut le point de vue des patients, avec des patients partenaires, où on inclut le point de vue des médecins généralistes qui sont dans la vraie vie face à leurs patients qu'ils apprécient, qu'ils connaissent, il est difficile de faire changer les comportements. Et donc en guise de conclusion, bien souvent on est dans cette question, cet enfant n'est pas complètement malade, est-ce qu'on traite, est-ce qu'on ne traite pas? C'est un dilemme thérapeutique du médecin que vous avez mentionné, c'est très fréquent, c'est le quotidien. Alors bien souvent on sait que dans une otite moyenne aiguë, dans 48 heures ça va aller mieux, l'histoire naturelle plaide pour qu'on ne traite pas, le problème des résistances antibiotiques, on en a beaucoup parlé, les effets secondaires, c'est pas rien, les atteintes hépatiques sous l'acide clavulanique, c'est pas rien, le coût. Et puis, bien souvent, et on a mentionné ça plusieurs fois aussi, on n'a pas de bon diagnostic. On a un enfant qui a de la fièvre, on a un qui éventuellement évolue mal, et en fait, on a juste 10 doigts, notre cerveau et notre stéthoscope pour prendre une décision. Alors, en faveur d'un traitement, bien souvent dans ces pathologies simples, je ne parle pas de la méningococcémie et des choses plus dramatiques pour lesquelles la question ne se pose pas, l'effet d'un antibiotique, c'est réduire la durée de symptômes. Pour l'angine, c'est l'effet principal. On sait que si on donne de l'amoxicilline à une angine, le patient sera mieux 12 à 24 heures plus tôt que si on ne le donne pas. Mais je pense que ce qu'on doit intégrer absolument aussi, c'est la notion de la réassurance, de la satisfaction du médecin généraliste. Donc comment peut-on offrir des algorithmes cliniques, des tests diagnostiques, des recommandations qui rassurent le médecin quant à sa décision de ne pas prendre d'antibiotiques et aussi inclure le patient dans cette équation. Sans cela, on ne résoudra pas ce problème. Je vous remercie. Merci beaucoup. Commentaires, questions? Oui, André Chez. Merci beaucoup pour votre exposé. C'est assez facile de faire des corrélations avec l'utilisation des antibiotiques, mais il y a une raison pour laquelle on a prescrit les antibiotiques, et est-ce que c'est possible de distinguer le rôle de l'antibiotique de la raison principale qui a causé la prescription d'antibiotiques? Moi, je suis diabétologue, si vous ne le savez pas, je suis diabétologue, dans le diabète de type A, avec des corrélations avec les antibiotiques, mais si la prescription d'antibiotiques, c'est qu'il y avait une infection, peut-être virale d'ailleurs, mais comme vous savez, il y a une grosse relation avec le SACIB 4 et le diabète de type A, qui est suspecté depuis très nombreuses années.
ou bien une infection bactérienne. Est-ce que c'est l'infection en elle-même qui est la cause, ou bien est-ce que c'est l'antibiotique? C'est facile de faire l'antibiotique parce que dans les statistiques simples, mais je crains que peut-être pas pour les allergies, mais pour toutes les pathologies, c'est peut-être l'infection princeps qui a peut-être été la raison. Donc je ne sais pas s'il y a moyen de se donner des arguments pour contrer ça. Donc, vous avez tout à fait raison. Je l'ai dit, c'est un exposé à charge que j'ai fait ici. Je pense qu'on ne peut pas tout à fait répondre à votre question, en tout cas avec les connaissances que j'ai et ce que j'ai pu lire. Faire la différence entre les multiples interventions à cause du traitement antibiotique tel que vous l'avez très très bien résumé, c'est très difficile. Et on sait bien qu'effectivement, il y a des infections virales qui peuvent être la cause, et peut-être qu'avec des meilleurs tests diagnostiques, on arrivera à comprendre le pourquoi de cette corrélation. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre ça avec précaution. Mais en réfléchissant, je voulais mettre un peu les deux en perspective, d'une manière un petit peu provocante, par rapport justement aussi à la vaccination, pour lequel on fait parfois un procès d'intention qui est étonnant. Mais vous avez fondamentalement raison. Et je ne sais pas répondre plus, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça, mais je n'ai pas de meilleurs commentaires que ce que vous venez de dire. Georges? Merci beaucoup bien pour ce très bel exposé. Moi j'avais une question parce qu'au fond, ce qui, outre les aspects subjectifs, font que les médecins souvent prescrivent, c'est parce qu'ils sont inquiets que ce soit vraiment très grave. Parce que chez l'enfant, c'est vrai que parfois, dans une situation, on a l'impression que l'enfant n'est pas très gravement atteint, qu'en quelques heures, ça s'aggrave très fort. Et donc, en fait, on n'a pas énormément progressé dans les moyens de diagnostic de gravité. Il y a un travail qui est fait notamment en Belgique maintenant sur le fait de fournir aux généralistes une petite machine à CRP et un saturomètre pour tenter en fait de conjuguer des éléments de gravité. Mais est-ce que c'est un petit peu étonnant au fond qu'on ne travaille pas davantage, mais peut-être le fait-on, je n'en sais rien, mais qu'on ne travaille pas davantage, parce que ça fait des années finalement qu'on se base sur le site de CRP, le taux de neutrophile, donc des données cliniques de tous les jours en routine, mais qui finalement n'arrivent pas encore aujourd'hui à répondre justement à ces aspects. Non, tout à fait. La CRP est une aide modeste, hein, et on sait qu'on a des enfants avec des CRP relativement basses qui vont aller mal quelques heures après. Les CRP élevés nous inquiètent et nous incitent à traiter, mais il y a la procalcitonine qui est surtout utilisée en France, dont l'intérêt n'a pas été vraiment confirmé au niveau global. Ma vision, c'est que probablement tout ce qui est expression de gènes, donc toutes les études RNA, vont probablement aider. On a quelques beaux papiers qui sortent depuis 3-4 ans par rapport à des profils d'expression de gènes, tant au niveau microbiologique qu'au niveau immunologique, qui tendraient à démontrer une infection bactérienne. Pour l'instant, ça reste dans le domaine de la recherche, en partie pour la raison évoquée par Herman, qui est le coût. Ce sont des tests qui sont coûteux, mais les développements technologiques font qu'il est vrai permis d'espérer que ça rentre en clinique. Mais aujourd'hui, en clinique, on reste avec des outils qu'on a depuis assez longtemps. Et les scores, les algorithmes cliniques, parce qu'il y a beaucoup de travail qui ont été faits sur les scores de Rochester et pour les petits-enfants, ne fonctionnent pas très bien. Ouais. Merci beaucoup, M. Schweitzer.